Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du Club de lecture. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on commence de façon un peu particulière pour marquer le coup, c'est notre rentrée. Et on a la chance de recevoir Monsieur Omar Reski, auteur de poésie, puisque notre thématique pour commencer l'année et le Club de lecture s'articulera autour de la poésie. On en discutera par la suite. Pour rappel, le club de lecture, c'est un rendez-vous mensuel par lequel on se retrouve à la médiathèque pour pouvoir parler d'une thématique, d'un auteur ou d'une autrice en particulier, chaque mois, pendant 1h30. Et quelquefois, on a la chance de recevoir des auteurs et des autrices qui peuvent venir nous parler de leur travail. Et c'est le cas aujourd'hui avec Monsieur Reski. Aujourd'hui, vous venez nous présenter 2 recueils de poésie, Confessions poétiques et Secrets d'alcôve. Pour vous présenter rapidement. Donc vous êtes économiste, professeur, vous avez été professeur à la faculté de droit et d'économie de Casablanca. Vous avez été membre d'un cabinet ministériel. Vous avez occupé des postes de cadre supérieur puis de direction dans des sociétés pétrolières au Maroc. Puis vous avez été consultant en communication et publicité auprès d'entreprises. Mais également, et ce qui est important de dire aujourd'hui, vous êtes passionné par la lecture, par l'écriture, le sport et les voyages. Et donc vous avez publié plusieurs recueils de poésie. Alors, comme je viens de le dire, vous écrivez depuis très longtemps. Est-ce que vous avez expérimenté d'autres genres que la poésie? Si oui, lesquels? Sinon, pour quelles raisons? Et depuis quand avez-vous décidé de vous faire publier? On pourrait répondre à la question. Pour répondre à la question, donc, je dirais que effectivement, j'ai une autre passion qui est la photo. D'accord. Donc, c'est venu presque en même temps que la poésie. J'ai toujours été interpellé par les paysages comme l'arc-en-ciel, le coucher de soleil. Donc, c'est des paysages naturels qui m'ont toujours interpellé. Et donc, j'ai commencé à me passionner pour la photo, prendre des photos un peu plus ou moins insolites, des proches à leur insu. Et ça m'a encouragé à continuer donc, dans cette voie. Et en même temps, je pense que la photo, c'est aussi un art comme la poésie, comme d'autres arts. Et du coup, vous rapprochez la photographie de la poésie? Voilà, je pense que la photo, c'est quelque chose qui fixe l'instant présent et qui reste quand même comme un souvenir. Quand je prends par exemple l'exemple d'un arc-en-ciel ou d'un coucher de soleil, je suis interpellé de la même façon quand je commence à écrire sur ces paysages. Donc pour moi, d'écrire par l'écriture ou par la photo, pour moi, ça va de pair. D'accord. Pour répondre à votre question aussi sur quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à la publication de ces recueils, les choses sont venues spontanément. Au départ, je ne pensais pas éditer quand j'écrivais. J'écrivais pour le plaisir, pour une satisfaction personnelle. J'écrivais des poèmes donc, que je postais dans des réseaux sociaux. Et après, j'ai commencé à avoir des échos favorables, des gens qui estiment que j'avais une belle plume. Et ça m'a encouragé à continuer. Et j'ai commencé donc dans cet élan. J'ai continué dans cet élan. Et par la suite, quand je me suis rendu compte que j'avais écrit une centaine de poèmes, les gens ont commencé à m'interpeller, à me dire pourquoi vous n'éditez pas vos poèmes. Nous serons intéressés de les lire, de les voir réunis. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher autour de moi. J'ai commencé d'abord ici au Maroc, à Casablanca. J'ai demandé un rendez-vous à un président des éditeurs du Maroc que je ne vais pas nommer, et ce secrétaire m'avait dit qu'il ne pouvait pas me recevoir, qu'il ne recevait pas les gens pour la poésie. Oui. Donc j'ai pris attache avec des gens de France et j'ai rencontré une association d'éditeurs et d'auteurs. Et cette association
Ils sont à peu près une soixantaine de personnes. Et ils m'ont ils ont fait un écho favorable à ma demande. Ils m'ont demandé d'adhérer d'abord à l'association. Et ensuite, je me suis rendu compte que finalement, c'est à l'intérieur de cette association, ils formaient des comités de lecture. À chaque fois qu'il y a un inscrit d'un des membres de l'association qui souhaitait publier son œuvre, ils formaient des comités de lecture. Et dans le comité de lecture, il y a des règles à laquelle nous sommes astreints pour les annotations, pour l'appréciation et pour l'avis favorable ou défavorable. Donc c'est une association assez sérieuse. Et donc moi j'ai envoyé donc mes recueils. Au départ, les avis étaient mitigés. Ceux qui disaient que c'était une belle plume, que c'était de beaux écrits, et d'autres disent que je ne respectais pas certaines normes de la poésie. Et en fin de compte, la majorité était d'accord pour ma publication, parce que j'ai essayé de mettre en norme cette poésie en essayant de mettre le nombre de syllabes, le nombre. Et moi, je pense que j'ai toujours été attiré par la poésie libre et la prose. D'ailleurs, ces deux-là, je ne pouvais pas m'astreindre. Pour moi, la poésie, elle peut être libre ou elle peut être en vers. Et moi, j'ai la tendance d'être parmi les gens qui adhèrent à la poésie libre. D'accord. Et jamais je ne me convertirai en d'autres choses. Alors, justement, quelles sont vos influences dans l'écriture? Est-ce que vous avez des modèles? Et est-ce que vous pouvez nous citer des auteurs ou des autrices qui vous ont accompagné dans votre travail? Alors, oui, j'ai toujours... la première fois que j'ai écrit mon premier poème, j'avais un professeur de français qui m'avait donné un livre de Victor Hugo, que j'ai là d'ailleurs. C'était en 1970, c'était l'année de mon bac. Et donc, elle m'a remis ce livre-là que j'ai toujours gardé, avec une appréciation à l'intérieur. Et donc, j'ai commencé à lire. Et je trouvais que Victor Hugo était le chef de file des romantiques. Il écrivait beaucoup sur... Et un poème que j'ai appris par cœur, c'est le poème qu'il avait écrit à l'événement tragique de sa fille, Demain dès l'aube. Et depuis, ça fait maintenant peut-être 40 ans ou plus que ce poème il est toujours en moi. Je l'ai appris et jamais j'ai oublié. Et donc j'aimais beaucoup Victor Hugo, aussi Lamartine, le lac. Je trouve que Lamartine, c'est une des grandes figures aussi du romantisme de France. Et Lamartine, j'ai lu Le Lac, Les premiers regrets. Je me rappelle toujours de ces vers, mais pourquoi m'entraîner vers les scènes passées, laissant le vent gémir et le flot murmurer, revenez, revenez, ô maîtrise pensée, je veux rêver et non pleurer. Donc des vers qui m'ont beaucoup marqué. Et le célèbre vers aussi de un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il se trouve dans le poème L'isolement. Et donc, ces choses comme ça m'ont toujours passionné, ils m'ont encouragé, ils m'ont influencé même pour continuer à écrire. Et je dirais même par la suite, il y avait ce qu'ils appellent les poètes maudits, Baudelaire, Verlaine et Rimbaud. Baudelaire, j'aimais beaucoup l'Albatros, qui se compare à l'Albatros, c'est le poète un peu écorché vif par la société. Et j'ai lu beaucoup son œuvre, Les fleurs du mal. Et Verlaine aussi, il était un petit peu, on l'appelait un peu le prince des poètes. Verlaine, j'aimais beaucoup son poème qui m'a beaucoup influencé aussi, le poème qu'il avait écrit de la prison. Parce que, comme vous le savez, Verlaine, il avait tiré avec le revolver sur Arthur Rimbaud,
qu'ils étaient ensemble et il l'a blessé, donc il a fait des années de prison. Et de la prison, il a écrit ce poème, ce fameux poème, pas demain dès l'aube. Le ciel par-dessus le toit, si bleu, si calme, un arbre berce sa palme par-dessus le toit. Et aussi l'autre poème de Verlaine, je m'en allais, je ne me rappelle pas très bien du poème. Et puis il y avait Arthur Rimbaud aussi qui était le dormeur du Val, que j'aimais beaucoup aussi et que j'apprécie. Donc ces poètes m'ont beaucoup influencé. J'ai toujours, d'ailleurs c'est de là que ça vient, la mélancolie qui règne un peu dans mes poèmes, le romantisme. Oui, c'est ça. Ça vient de là. Ça m'a beaucoup influencé, ça m'a beaucoup, disons, affecté un peu de cette façon-là. Oui, parce que c'était l'objet de ma troisième question. Du coup, dans vos deux ouvrages, on retrouve souvent les mêmes thématiques, le romantisme, la nature, la mélancolie, la nostalgie. Et du coup, la question qui suit, c'est est-ce que c'est toujours dans vos écrits ce qui vous motive à écrire et ce qui vous aide à écrire et ce qui vous inspire? Ou est-ce qu'il y a d'autres thématiques aussi qui vous entraînent? Oui. Donc, comme je disais... ces poètes-là m'ont beaucoup influencé au niveau romantisme et mélancolie. Il y avait beaucoup de Victor Hugo, Lamartine, beaucoup de romantisme dans leurs poèmes, beaucoup de mélancolie chez Rimbaud aussi, Verlaine aussi qui avait presque fini dans la débauche à la fin de sa vie. Il avait vécu une cinquantaine d'années. Arthur Rimbaud qui est aussi c'était exactement. Oui. Et donc le romantisme et la mélancolie me viennent de là. Quant à la nature et l'état sauvage, il faut que je vous dise que je suis né à la campagne. Et j'ai vécu mon enfance jusqu'à l'âge de 7 ans à la campagne. Oui. Et donc quand on sortait à la campagne, on voyait des images magnifiques qui ne sont jamais départies de moi. Comme c'est l'arc-en-ciel qu'on voit à la campagne, on ne peut pas le voir, c'est rare où on le voit en ville. Le chant du coquelicot, ça m'a toujours interpellé. Les couchers de soleil, des fois, c'est des images qui sont restées ancrées en moi et qui m'ont influencé dans mon écriture. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques à part celle de mélancolie et romantisme? En ce moment, j'écris beaucoup sur changer le regard de l'autre. Je trouve que dans notre société, il n'y a pas assez d'empathie. Quand on voit quelqu'un moi, par exemple, j'ai écrit un poème sur un monsieur qui s'appelait Señora, on l'appelait Señora à l'époque quand on était enfant, et il vivait sous les ponts à côté de Derblihoudi. Et donc... Pourquoi on l'appelait comme ça? Señora, il l'appelait comme ça parce que ça l'énervait. Et les enfants l'appelaient Señora, et après il les poursuivait pour les rattraper et tout, et il n'arrivait pas de l'embêter. Il l'appelait Señora, c'est une appellation qui venait de la part des enfants, et lui, quand il entendait Señora, ça l'énervait, et puis les enfants continuaient à l'appeler par cette appellation-là. Et donc, j'ai écrit pas mal de poèmes pour changer le regard de l'autre, le regard de l'autre que je trouvais toujours pas très clément. Ni tolérant, j'imagine. Ni tolérant. Oui, ok. Par rapport à l'écriture, l'Institut français là, actuellement donne aussi un atelier d'écriture pour apprendre des techniques pour pouvoir rédiger un roman ou de la fiction. Vous, pour la poésie, est-ce que vous auriez des conseils à donner? Si quelqu'un veut se mettre à écrire de la poésie ou à faire publier de la poésie, quels conseils vous pourriez lui donner? Moi, je prendrais la citation de Thomas Edison qui disait le génie, c'est 10% de l'inspiration et 90% de la transpiration. Donc, il n'y a pas de miracle. Moi, quand j'ai commencé la poésie, je suis allé voir mon professeur de français et je lui ai demandé de
de me faire une liste d'une trentaine d'ouvrages que je pourrais lire pendant les vacances. Et donc j'ai commencé à la lecture, je me suis passionné pour la lecture et depuis je ne me suis jamais départi de cette passion. Donc la lecture, j'ai à peu près une cinquantaine de livres par an à lire, à raison d'un livre par semaine. Et c'est un programme à laquelle je me suis astreint presque chaque année. Chaque année, j'essaie de lire au moins une cinquantaine. Et c'est une cinquantaine, un livre par semaine, c'est pas beaucoup. Quand on tombe sur des romans bien écrits, bien ficelés et tout. Et donc, je dirais que pour faire de la poésie, et puis il y a autre chose, il faut apprendre par cœur des poèmes. Moi, j'ai appris des poèmes par cœur que je pourrais réciter comme Demain dès l'aube. Ça aide à écrire. C'est une aide pour écrire, pour se mettre à écrire, d'apprendre par cœur. Apprendre par cœur. Okay. Comme je vous ai dit, là, c'est 90% de la sueur. Okay. Donc, si on apprend par cœur, parce que tout ce que nous livrons dans l'écriture, c'est quelque chose qu'on a emmagasiné dans notre lecture. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas autre chose. La lecture a beaucoup d'influence sur nous. Quand on lit, quand je lis un roman, c'est une vie que je retrouve dans ce roman. Et connaître 50 vies dans l'année, je trouve ça extraordinaire. Et c'est pour ça que la lecture m'a toujours passionné, m'a toujours attiré. Donc je dirais, lire et lire, 3 fois. Okay. Pour écrire. Okay. Dans le recueil Secrets d'alcôve, vous rendez plusieurs hommages posthumes à vos proches, mais aussi à des personnalités connues. Pourquoi est-ce que la poésie, elle est un moyen pour vous de rendre hommage ? Qu'est-ce que ça vous permet d'exprimer autrement, d'écrire pour rendre hommage ? Pour rendre hommage, parce que d'abord, j'écris pour exprimer ma sensibilité, mes sentiments, mon intimité, mon ressenti. Et donc, c'est pour cela que j'écris. Je ne peux pas l'exprimer autrement. D'accord. Et pour moi, donc, quand j'écris, donc rendre hommage, quand je rends hommage, c'est pour moi, quand je vois quelqu'un partir comme Brassens ou comme Brel ou comme Moustaki, pour moi, c'est des poètes qui ont toujours chanté la poésie. Et donc, ça rejoint un petit peu mon univers de la poésie. Et c'est pour ça que, quand je les vois partir, il y a une partie de mélancolie qui est décrite dans mes poèmes. Une certaine nostalgie du temps que j'ai passé avec eux à les écouter et que maintenant, ils sont dans l'au-delà. Et donc, c'est pour cela que, pour moi, le rendre hommage, c'est un minimum que l'on peut faire quand on a la possibilité d'écrire, quand on a une plume qui nous permet d'exprimer, d'extérioriser nos sentiments. Oui. Très bien. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait frappé, le poème que j'ai écrit sur une amie que j'ai connue qui s'était jetée des falaises d'Étretat. Les falaises d'Étretat, ça se trouve en Normandie. Et jamais j'ai réussi à percer ce mystère-là, pourquoi elle est partie comme ça. C'était une fille très vivante, qui était destinée à un avenir très brillant. Et son départ m'a beaucoup affecté, m'a bouleversé. Et quand quelque chose me bouleverse, j'écris dessus. Ok. Est-ce que c'est justement le passage, en fait, moi j'ai trouvé ce poème très beau. Et du coup, je voulais vous le faire lire à la page 21 du Secrets d'alcôve, dont le titre est Un vieux souvenir, à la mémoire de Françoise, c'est ça ? Oui. Oui. Si je verse une larme, vous n'en voulez pas. Je suis désolée. Non, parce qu'il y a des poèmes que je n'arrive pas à lire, des poèmes comme ça, à mon père, oui, à ma fille. Chaque fois... ce qui est extraordinaire dans la poésie, c'est qu'à chaque fois que je lis un poème, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui l'avais écrit. Ça m'émeut. J'ai plein d'émotions, je suis bouleversé. Et des fois, je me rends compte que j'ai quelques petites larmes qui commencent à couler. Et là, un vieux souvenir,
pris dans l'élan d'un vieux souvenir, à la mémoire de celle qui, un soir d'hiver, s'est jetée du haut de la falaise d'Étretat, après avoir cherché longtemps dans le noir un lieu où le vent souffle moins fort, un regard, un abri, un visage attendrissant. L'enfermement, l'incommunicabilité l'ont mené vers la dépression, une nuit en quête d'interrogation, un mutisme tissé d'indifférence, un vide absolu, vertigineux et froid. Bien des années se sont passées, je n'ai pas pu percer, hélas, le mystère de sa souffrance, ni la fatalité qu'il avait emportée. À la mémoire de Françoise. Merci beaucoup. Vous rendez par ailleurs d'autres hommages à des lieux, notamment à Casablanca, par exemple dans Confidence d'un centenaire pour le phare de Casablanca, dans Secret d'alcôve, et Liberté pour l'immeuble Liberté, dans Confession poétique. Pourquoi est-ce que les lieux sont aussi des lieux, des moments d'inspiration pour vous? Moi, je trouve que ces monuments ont des âmes. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, le phare de Casablanca, je l'ai appelé le secret, confidence d'un centenaire. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a à peu près 100 ans. Et un jour, je suis passé à côté et j'ai demandé au gardien si je pouvais visiter les lieux. Et quand je suis monté, j'étais pris j'étais bouleversé. J'avais l'impression d'être dans un monument, sur un monument, dans un monument qui avait une âme et qui voulait me raconter. D'ailleurs, dans le passage, je disais combien de marins qui passaient en chantant, combien de marins il avait passé en chantant, en quittant le port. Et pour moi, c'est un monument qui d'ailleurs, je le décrivais comme un être avec une âme. Je parle de ses narines, je parle de... D'ailleurs, et aussi l'immeuble de la Liberté. Moi, j'habite au 6e étage en face de l'immeuble de la Liberté. Tous les matins, à 6 h du matin, quand je me lève et quand l'inspiration me prend, j'ai en face de moi cet immeuble qui me paraît comme un paquebot, qui tourne le dos à la mer. Et donc cette image m'avait interpellé un jour et je me suis dit mais cet immeuble, et j'ai commencé donc à écrire et c'est comme ça que le poème est né. Cet immeuble, je ne le voyais pas comme un immeuble, je le voyais comme un paquebot qui tournait le dos à la mer et qui avait quelque chose d'historique. Et d'ailleurs tous les Casablancais, ils appellent ça le 17e étage, c'est comme une référence. Donc tout le monde, c'est devenu comme une référence au niveau Casablanca. Et pour moi, c'est des monuments. D'ailleurs, il n'est pas le seul, il y a pas mal de monuments qui m'ont interpellé quand je vois des bâtisses anciennes avec les numéros, avec le nom de l'architecte, le nom de l'entrepreneur. Et une fois, je suis passé avec un appareil photo et j'ai pris toutes les photos des bâtisses qui m'ont plu, qui m'ont enthousiasmé, qui m'ont... donc pour moi, ces monuments, c'est des monuments qui m'interpellent et qui me poussent à écrire. Pour vous, quel est le meilleur moyen d'exprimer les textes poétiques? Est-ce que vous pensez que les textes poétiques sont faits pour être lus à haute voix? Absolument. Moi, je ne conçois pas une poésie que l'on lit à voix muette. Parce que dans la poésie, il y a les intonations, il y a la ponctuation, il y a changement de voix. Quand on dit « hélas », c'est pas comme on dit « hélas ». C'est ce changement de voix, cette ponctuation et cette tonalité que l'on change demande que le poème doit être lu à haute voix. Et moi-même, quand j'écris et que je me relis, je me relis à haute voix. Et pourtant, je suis seul devant mon poème. Et je le relis pour m'entendre, pour m'écouter. Sinon, le lire avec une voix muette, je ne l'entendrai pas de cette oreille. Donc, pour moi, la poésie, elle ne peut qu'être lue à haute voix et pas autrement. Voilà. Et du coup, vous avez de la difficulté des fois à vous lire vous-même. Donc, il faudrait que ça soit lu par quelqu'un d'autre ou par l'auteur lui-même? Je n'ai pas de difficulté à lire par moi-même. Parce que... Mais vous êtes ému parfois?
C'est ce que Je suis, quand, ouais. quand, quand le poème est fini, quand il est terminé, et que je le relis en finalité, Oui. c'est vrai que je suis ému. Oui. Je me demandais si c'était moi qui avait modestement, je me disais, est-ce que c'est moi qui avais pondu ce poème, ou c'est comment j'ai pu est-ce que j'étais dans un état second? Est-ce que j'ai pu m'inspirer? L'inspiration était là et que je l'avais saisie. Donc c'est vrai que quand le poème est fini et qu'il est prêt, je le relis avec émotion. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous lire un de vos poèmes préférés dans Secret d'alcôve et un de vos poèmes préférés dans Confession poétique, s'il vous plaît? Donc, abstraction des poèmes émouvant, que je ne pourrais lire. Je vais vous rejoindre sur ce que vous m'avez proposé tout à l'heure. C'est les deux poèmes Liberté et Confidence d'un centenaire. Très bien. Alors, Liberté. Immeuble Liberté, tu es notre fierté. Élégante silhouette de paquebot. Tu es témoin indéniable de notre temps. De ta tour de contrôle, telle une passerelle de navire, tu domines la ville blanche aux 1000 senteurs. Tu tournes le dos à la brise de mer venant du nord. Bateau immobile, tu as jeté l'ancre. Pour prendre ta belle position vers le sud, temps immuable, tu souffleras bientôt tes 60 bougies pour fêter ton anniversaire. Édifice symbole de modernité à ton époque, tu restes le point de repère de la ville. Avec tes superstructures navales, tu as préféré une vie paisible sur terre à la vie tumultueuse et tourmentée de la mer. Quand un léger vent du sud se met à souffler, je me plais de ma terrasse à te contempler. Liberté, je n'ai pas levé l'ancre pour l'autre rivage. Nos cœurs sont bien scellés par une clé magique. Et bien que des fois, tu me vois prendre le large, c'est toujours vers toi que je reviens pour t'exprimer ma liberté de penser. Voilà pour Liberté. Merci. Pour c'est page 43. 43. Ouais. Confidence d'un centenaire. Dans le silence de la nuit hivernale, seul, à l'entrée de la ville, sur un piédestal, debout, solitaire, vivant contre brume et écume, il s'endort au tumulte des vagues. Le matin, bonne allure, magistral, surplombant l'océan, vers le ciel il s'étire. Les bateaux, avant l'accostage, leur unique point de repère les attire. D'autres s'en vont avec leurs chants, chargés d'émotions et tristes de partir. L'automne, au soleil frileux, ils s'enrhument. Né au début du siècle, c'est la fierté de ma ville. Une brise marine, du haut de la passerelle, du haut de la tourelle, caresse son front et chatouille ses narines. Le gardien des lieux me tapote à l'épaule en m'indiquant des prises de vue en souvenir. Pincement au cœur, je descends les 252 marches, quittant le phare, témoin d'un passé, sans avoir eu le temps d'écouter ses confidences et ses secrets. Donc, c'est un phare qui a été construit en 1920. Donc bientôt, il a fêté ses 100 ans il y a une année. Ouais. Alors pour terminer, est-ce que vous avez publié d'autres recueils et est-ce que vous préparez la publication d'un autre recueil prochainement? Disons que je me suis un peu converti aux nouvelles. D'accord. J'ai écrit une cinquantaine de nouvelles. D'accord. Et là, je suis en train de chercher pour la publication des nouvelles aussi qui contiennent toujours de la mélancolie, du romantisme. C'est un petit peu, je relate un peu
on a toujours des sources de notre enfance vers laquelle on se retourne. Notre enfance et puis une partie de notre jeunesse qui nous inspire. Et là, je saisis toujours l'occasion qui pour écrire, et c'est là d'où vient mon inspiration. Mon enfance et ma jeunesse. Okay. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci d'avoir partagé avec nous. Et est-ce qu'on a le droit de garder vos... Oui, bien sûr. Ah, super. Donc, ils vont rejoindre les rangs de la médiathèque. C'est la moindre des choses. Super, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette occasion que vous m'avez donnée pour présenter ma poésie. Et je voudrais suggérer, on organise chaque année la nuit des philosophes. Et pourquoi pas la nuit des poètes? Je trouve que ça pourrait être une bonne chose. À suggérer, effectivement, ça serait bien. Ouais. Je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter et d'être patient avec moi. C'est un plaisir. Sincèrement, c'est toujours encourageant quand on trouve des gens qui viennent, qui sont réceptifs à ce que vous faites, à ce que vous écrivez, à ce que vous racontez. C'est quelque chose qui ne peut que vous pousser vers aller de l'avant et de continuer. Et ça, c'est toujours le mérite des gens qui sont présents pour vous écouter. Voilà.